Bonjour, vous avez été nombreux à apprécier ma première vidéo de compréhension orale du DELF B2. Mais les questions de cette épreuve étaient assez simples. Donc aujourd'hui, on passe au niveau supérieur avec des questions un peu plus piégeuses pour bien se préparer à l'examen. Allons-y! Petit rappel rapide sur l'épreuve. Elle dure environ 30 minutes et est notée sur 25 points. Il y a 3 exercices. Pour les 2 premiers exercices, vous avez 1 minute avant chaque exercice pour découvrir les questions. Ensuite, vous aurez 2 écoutes. Attention à l'exercice 3. Contrairement aux 2 premiers, il n'y a qu'une seule écoute. Soyez donc hyper concentrés dès les premières secondes. Conseil d'or, il n'y a pas de points négatifs. Répondez à toutes les questions, même en cas de doute, car vous n'avez rien à perdre. D'accord ? 2 autres choses à savoir, les questions sont toujours dans l'ordre du document sonore et il y a une seule bonne réponse par question. Allez, allons-y! Avant de commencer, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour ne rien manquer. Et comme d'habitude, vous trouverez le corrigé complet à la fin de la vidéo. Et vous pouvez télécharger le PDF gratuit avec la transcription des audios et le QCM. Le lien est dans le premier commentaire. Vous êtes prêts ? On commence tout de suite avec l'exercice 1. C'est parti! Vous allez écouter plusieurs documents. Avant chaque écoute, vous entendez le son suivant. Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse. Exercice 1. Vous allez écouter 2 fois un document. Vous écoutez une émission de radio. Lisez les questions. Écoutez le document. Puis répondez. Avant d'écouter, vous avez 1 minute pour bien lire les questions. Aujourd'hui, dans Société actuelle, nous nous penchons sur une tendance qui ne faiblit pas, l'exode urbain des jeunes cadres. Partir vivre à la campagne tout en gardant son poste en télétravail, c'est le rêve vendu par de nombreuses publicités. Mais la réalité est-elle toujours aussi idyllique ? On en parle avec vous, Marlène Lefebvre, sociologue. Bonjour, effectivement, depuis quelques années, on assiste à un véritable plébiscite pour le vert. Les réseaux sociaux regorgent de photos de bureaux installés face à des jardins fleuris. L'idée est simple, troquer la pollution et le bruit contre le calme et l'espace sans sacrifier sa carrière. Sur le papier, c'est séduisant. On gagne en qualité de vie, non ? Absolument.
Les bénéfices sur le stress sont immédiats. Moins de transport, plus de temps pour soi ou pour la famille. C'est un luxe que beaucoup ne pouvaient pas s'offrir avant la généralisation du travail à distance. Cependant, ce tableau comporte quelques zones d'ombre. Ce mode de vie n'est pas sans risque pour l'équilibre psychologique. Vous voulez dire que l'isolement peut devenir pesant? Exactement. Le bureau est, qu'on le veuille ou non, un lieu de socialisation majeur. En partant s'installer dans un village isolé, certains travailleurs perdent leur réseau professionnel, mais aussi amical. On voit apparaître ce qu'on appelle le sentiment d'exclusion géographique. On n'est plus dans le secret des dieux. On rate les conversations de machines à café qui, mine de rien, soudent une équipe. Pour environ 15% de ces néo-ruraux, le retour en ville se fait d'ailleurs dans les 2 ans. Et qu'en est-il de l'intégration locale? On imagine que les villageois accueillent ces nouveaux arrivants à bras ouverts. C'est plus complexe. Il y a parfois un décalage culturel. Ces citadins arrivent avec des exigences de service, comme le haut débit Internet ou des commerces ouverts tard qui ne correspondent pas toujours à la réalité rurale. Cela peut créer des tensions. De plus, contrairement aux idées reçues, les travailleurs à distance ont tendance à travailler plus que leurs collègues au bureau. La frontière entre vie privée et vie professionnelle devient poreuse. On finit par répondre à ces courriels à 21h parce qu'on n'a pas quitté son lieu de travail. Finalement, est-ce une fausse bonne idée? Non, loin de là. Mais il faut arrêter de culpabiliser ceux qui préfèrent l'effervescence des métropoles. Le télétravail au vert est une chance, à condition d'être bien préparé. Il faut recréer du lien social localement, s'investir dans la vie associative du village et surtout s'imposer une discipline de fer pour ne pas se laisser dévorer par son écran. Le danger, ce n'est pas la campagne, c'est l'hyperconnexion. Aujourd'hui, dans Société actuelle, nous nous penchons sur une tendance qui ne faiblit pas, l'exode urbain des jeunes cadres. Partir vivre à la campagne tout en gardant son poste en télétravail, c'est le rêve vendu par de nombreuses publicités. Mais la réalité est-elle toujours aussi idyllique? On en parle avec vous, Marlène Lefebvre, sociologue. Bonjour, effectivement, depuis quelques années, on assiste à un véritable plébiscite pour le vert. Les réseaux sociaux regorgent de photos de bureaux installés face à des jardins fleuris. L'idée est simple, troquer la pollution et le bruit contre le calme et l'espace sans sacrifier sa carrière. Sur le papier, c'est séduisant. On gagne en qualité de vie, non? Absolument. Les bénéfices sur le stress sont immédiats. Moins de transport, plus de temps pour soi ou pour la famille. C'est un luxe que beaucoup ne pouvaient pas s'offrir avant la généralisation du travail à distance. Cependant, ce tableau comporte quelques zones d'ombre. Ce mode de vie n'est pas sans risque pour l'équilibre psychologique. Vous voulez dire que l'isolement peut devenir pesant? Exactement. Le bureau est, qu'on le veuille ou non, un lieu de socialisation majeur. En partant s'installer dans un village isolé, certains travailleurs perdent leur réseau professionnel, mais aussi amical. On voit apparaître ce qu'on appelle le sentiment d'exclusion géographique. On n'est plus dans le secret des dieux. On rate les conversations de machines à café qui, mine de rien, soudent une équipe. Pour environ 15% de ces néo-ruraux, le retour en ville se fait d'ailleurs dans les 2 ans. Et qu'en est-il de l'intégration locale?
On imagine que les villageois accueillent ces nouveaux arrivants à bras ouverts. C'est plus complexe. Il y a parfois un décalage culturel. Ces citadins arrivent avec des exigences de service, comme le haut débit Internet ou des commerces ouverts tard qui ne correspondent pas toujours à la réalité rurale. Cela peut créer des tensions. De plus, contrairement aux idées reçues, les travailleurs à distance ont tendance à travailler plus que leurs collègues au bureau. La frontière entre vie privée et vie professionnelle devient poreuse. On finit par répondre à ces courriels à 21h parce qu'on n'a pas quitté son lieu de travail. Finalement, est-ce une fausse bonne idée ? Non, loin de là. Mais il faut arrêter de culpabiliser ceux qui préfèrent l'effervescence des métropoles. Le télétravail au vert est une chance, à condition d'être bien préparé. Il faut recréer du lien social localement, s'investir dans la vie associative du village et surtout s'imposer une discipline de fer pour ne pas se laisser dévorer par son écran. Le danger, ce n'est pas la campagne, c'est l'hyperconnexion. Exercice 2. Vous allez écouter 2 fois un document. Vous écoutez une émission de radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Avant d'écouter, vous avez 1 minute pour bien lire les questions. Bonjour Élise Perrin. Bonjour Julien. Cette semaine, vous vous intéressez à une petite révolution dans le monde de l'entreprise, la semaine de 4 jours. Longtemps considérée comme une utopie, elle gagne du terrain en Europe, notamment après des essais concluants en Islande et au Royaume-Uni. Plusieurs PME françaises ont déjà franchi le pas. Oui Julien, l'idée fait son chemin. Le principe est simple. Les salariés travaillent 1 jour de moins par semaine, généralement sans réduction de salaire. Dans certaines entreprises, comme cette start-up lyonnaise que j'ai visitée, le vendredi est devenu chômé pour tout le monde. Plus besoin de courir après le temps le week-end. Les employés disposent d'un vrai break de 3 jours. Mais alors, pourquoi les entreprises accepteraient-elles de payer autant pour moins d'heures travaillées ? Il y a 2 leviers principaux.
Le premier est l'attractivité. Dans un marché de l'emploi tendu, offrir un meilleur équilibre vie pro, vie perso est un argument de poids pour recruter des talents. Le second, c'est la productivité. Les études montrent qu'un salarié reposé est plus efficace. En concentrant les tâches sur 4 jours, on élimine les temps morts, les réunions interminables et les distractions inutiles. Chez certains, on constate même une baisse drastique de l'absentéisme et du stress. Cela semble idéal, mais j'imagine que l'application concrète pose question. Absolument. Ce n'est pas sans douleur. Pour maintenir la production, on demande souvent aux salariés de condenser 35 ou 38 heures de travail sur 4 jours. Les journées deviennent extrêmement denses, parfois épuisantes. Certains employés confient qu'ils n'ont même plus le temps de déjeuner avec leurs collègues. Ce manque de pause informelle peut à terme dégrader l'ambiance et la cohésion d'équipe. Et est-ce que ce modèle convient à tous les secteurs d'activité ? C'est là que le bât blesse. Si c'est gérable dans l'informatique ou le conseil, c'est un casse-tête pour l'industrie ou la santé, où la présence physique est requise en continu. On risque de créer une fracture entre les travailleurs de bureau ultra flexibles et ceux qui ne pourront jamais prétendre à ce rythme. Certains syndicats craignent aussi une intensification du travail qui mènerait paradoxalement à l'épuisement professionnel. On se dirige donc vers une personnalisation totale du temps de travail. C'est la tendance. On ne parle plus seulement de jours travaillés, mais de flexibilité à la carte. Certains pays testent déjà le compte épargne-temps universel ou le travail nomade total. La frontière entre temps libre et temps de production devient de plus en plus floue. L'enjeu de demain, ce sera peut-être d'apprendre aux salariés à déconnecter réellement, car avec moins de jours au bureau, la tentation de rester joignable en permanence est immense. Bonjour Élise Perrin. Bonjour Julien. Cette semaine, vous vous intéressez à une petite révolution dans le monde de l'entreprise. La semaine de 4 jours. Longtemps considérée comme une utopie, elle gagne du terrain en Europe, notamment après des essais concluants en Islande et au Royaume-Uni. Plusieurs PME françaises ont déjà franchi le pas. Oui Julien, l'idée fait son chemin. Le principe est simple. Les salariés travaillent un jour de moins par semaine, généralement sans réduction de salaire. Dans certaines entreprises, comme cette start-up lyonnaise que j'ai visitée, le vendredi est devenu chômé pour tout le monde. Plus besoin de courir après le temps le week-end. Les employés disposent d'un vrai break de 3 jours. Mais alors, pourquoi les entreprises accepteraient-elles de payer autant pour moins d'heures travaillées ? Il y a 2 leviers principaux. Le premier est l'attractivité. Dans un marché de l'emploi tendu, offrir un meilleur équilibre vie pro, vie perso est un argument de poids pour recruter des talents. Le second, c'est la productivité. Les études montrent qu'un salarié reposé est plus efficace. En concentrant les tâches sur 4 jours, on élimine les temps morts, les réunions interminables et les distractions inutiles. Chez certains, on constate même une baisse drastique de l'absentéisme et du stress. Cela semble idéal, mais j'imagine que l'application concrète pose question.
Absolument. Ce n'est pas sans douleur. Pour maintenir la production, on demande souvent aux salariés de condenser 35 ou 38 heures de travail sur 4 jours. Les journées deviennent extrêmement denses, parfois épuisantes. Certains employés confient qu'ils n'ont même plus le temps de déjeuner avec leurs collègues. Ce manque de pause informelle peut à terme dégrader l'ambiance et la cohésion d'équipe. Et est-ce que ce modèle convient à tous les secteurs d'activité ? C'est là que le bât blesse. Si c'est gérable dans l'informatique ou le conseil, c'est un casse-tête pour l'industrie ou la santé, où la présence physique est requise en continu. On risque de créer une fracture entre les travailleurs de bureau ultra flexibles et ceux qui ne pourront jamais prétendre à ce rythme. Certains syndicats craignent aussi une intensification du travail qui mènerait paradoxalement à l'épuisement professionnel. On se dirige donc vers une personnalisation totale du temps de travail. C'est la tendance. On ne parle plus seulement de jours travaillés, mais de flexibilité à la carte. Certains pays testent déjà le compte épargne-temps universel ou le travail nomade total. La frontière entre temps libre et temps de production devient de plus en plus floue. L'enjeu de demain, ce sera peut-être d'apprendre aux salariés à déconnecter réellement, car avec moins de jours au bureau, la tentation de rester joignable en permanence est immense. Exercice 3. Vous allez écouter une fois 3 documents. Document 1. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Avant d'écouter, vous avez 15 secondes pour lire les questions. On observe une transformation radicale de nos villes. Le vélo est devenu le transport privilégié des actifs. Sandrine Morel, est-ce une simple mode passagère ? Je ne pense pas. C'est une réponse concrète aux frustrations modernes. Nos villes sont saturées et les transports en commun sont souvent perçus comme des lieux de stress. Le vélo offre une autonomie retrouvée. C'est l'un des rares moments où l'on se réapproprie son temps loin des embouteillages. Au-delà du gain de temps, y a-t-il une dimension psychologique ? Tout à fait. Pédaler permet une transition mentale indispensable entre la sphère privée et le bureau. On évacue les tensions. Les études montrent d'ailleurs que les salariés cyclistes sont plus productifs et moins sujets au burn-out. C'est un sport invisible qui booste le moral avant la première réunion. Pourtant, certains pointent encore le manque de sécurité. C'est le défi à venir, mais la dynamique est lancée. Les entreprises s'adaptent en installant des parkings sécurisés.
Le vélo redessine la solidarité urbaine. On se salue, on n'est plus enfermé dans une carrosserie. C'est le retour à une ville plus humaine et plus respirable. Document 2. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Avant d'écouter, vous avez 15 secondes pour lire les questions. Bonjour à tous. Le marché de la seconde main explose. Hier perçu comme un signe de précarité, acheter d'occasion est devenu un véritable acte citoyen. Sarah, vous dirigez une plateforme de revente. Comment expliquez-vous ce succès ? C'est un changement de mentalité radical. Pour les jeunes, ce n'est plus une question de budget, mais d'éthique. Ils refusent l'impact écologique de la mode jetable. Acheter d'occasion, c'est s'opposer au gaspillage tout en affirmant son style avec des pièces uniques. Mais avec des prix si bas, ne risque-t-on pas de consommer encore plus qu'avant ? Le danger existe, c'est vrai, mais l'objectif reste de passer d'une économie linéaire à un modèle circulaire. On ne jette plus, on transmet. En donnant une seconde vie aux produits, on limite le gaspillage des ressources. L'objectif final, c'est que chaque objet reste utile le plus longtemps possible. Document 3. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Avant d'écouter, vous avez 15 secondes pour lire les questions. On le sait, la consommation de sucre explose en France. Sabrina Vernier, pourquoi est-il si difficile de réduire notre dose quotidienne ? Le problème, c'est que le sucre est partout, notamment via les sucres cachés dans les sauces ou les plats préparés. Pour l'industrie, c'est l'ingrédient idéal. Peu coûteux, il améliore le goût et crée une véritable dépendance chez le consommateur. On voit pourtant fleurir de nombreux régimes détox. Est-ce la solution ? Je me méfie des solutions miracles. Elles sont difficiles à tenir et génèrent de la frustration. Ce qu'il faut, c'est une rééducation du goût dès le plus jeune âge. Il faut réapprendre à apprécier les aliments bruts au lieu des saveurs ultra sucrées. L'étiquetage nutritionnel actuel est-il suffisant pour nous guider ? C'est un premier pas, mais lire une étiquette reste trop complexe. Je plaide pour une réglementation plus stricte et une éducation alimentaire à l'école. Le sucre doit redevenir un plaisir occasionnel et non une habitude systématique. Transcription des documents audio
et corriger. Exercice 1. Aujourd'hui, dans Société actuelle, nous nous penchons sur une tendance qui ne faiblit pas, l'exode urbain des jeunes cadres. Partir vivre à la campagne tout en gardant son poste en télétravail, c'est le rêve vendu par de nombreuses publicités. Mais la réalité est-elle toujours aussi idyllique? On en parle avec vous, Marlène Lefebvre, sociologue. Bonjour, effectivement, depuis quelques années, on assiste à un véritable plébiscite pour le vert. Les réseaux sociaux regorgent de photos de bureaux installés face à des jardins fleuris. L'idée est simple, troquer la pollution et le bruit contre le calme et l'espace sans sacrifier sa carrière. Sur le papier, c'est séduisant. On gagne en qualité de vie, non? Absolument. Les bénéfices sur le stress sont immédiats. Moins de transport, plus de temps pour soi ou pour la famille. C'est un luxe que beaucoup ne pouvaient pas s'offrir avant la généralisation du travail à distance. Cependant, ce tableau comporte quelques zones d'ombre. Ce mode de vie n'est pas sans risque pour l'équilibre psychologique. Vous voulez dire que l'isolement peut devenir pesant? Exactement. Le bureau est, qu'on le veuille ou non, un lieu de socialisation majeur. En partant s'installer dans un village isolé, certains travailleurs perdent leur réseau professionnel, mais aussi amical. On voit apparaître ce qu'on appelle le sentiment d'exclusion géographique. On n'est plus dans le secret des dieux. On rate les conversations de machines à café qui, mine de rien, soudent une équipe. Pour environ 15% de ces néo-ruraux, le retour en ville se fait d'ailleurs dans les 2 ans. Et qu'en est-il de l'intégration locale? On imagine que les villageois accueillent ces nouveaux arrivants à bras ouverts. C'est plus complexe. Il y a parfois un décalage culturel. Ces citadins arrivent avec des exigences de service, comme le haut débit Internet ou des commerces ouverts tard qui ne correspondent pas toujours à la réalité rurale. Cela peut créer des tensions. De plus, contrairement aux idées reçues, les travailleurs à distance ont tendance à travailler plus que leurs collègues au bureau. La frontière entre vie privée et vie professionnelle devient poreuse. On finit par répondre à ces courriels à 21h parce qu'on n'a pas quitté son lieu de travail. Finalement, est-ce une fausse bonne idée? Non, loin de là. Mais il faut arrêter de culpabiliser ceux qui préfèrent l'effervescence des métropoles. Le télétravail au vert est une chance, à condition d'être bien préparé. Il faut recréer du lien social localement, s'investir dans la vie associative du village et surtout s'imposer une discipline de fer pour ne pas se laisser dévorer par son écran. Le danger, ce n'est pas la campagne, c'est l'hyperconnexion. Exercice 2. Bonjour Élise Perrin. Bonjour Julien. Cette semaine, vous vous intéressez à une petite révolution dans le monde de l'entreprise, la semaine de 4 jours. Longtemps considérée comme une utopie, elle gagne du terrain en Europe, notamment après des essais concluants en Islande et au Royaume-Uni. Plusieurs PME françaises ont déjà franchi le pas. Oui Julien, l'idée fait son chemin. Le principe est simple. Les salariés travaillent 1 jour de moins par semaine, généralement sans réduction de salaire. Dans certaines entreprises, comme cette start-up lyonnaise que j'ai visitée, le vendredi est devenu chômé pour tout le monde. Plus besoin de courir après le temps le week-end. Les employés disposent d'un vrai break de 3 jours. Mais alors, pourquoi les entreprises accepteraient-elles de payer autant pour moins d'heures travaillées? Il y a 2 leviers principaux. Le premier est l'attractivité. Dans un marché de l'emploi tendu, offrir un meilleur équilibre vie pro, vie perso
est un argument de poids pour recruter des talents. Le second, c'est la productivité. Les études montrent qu'un salarié reposé est plus efficace. En concentrant les tâches sur 4 jours, on élimine les temps morts, les réunions interminables et les distractions inutiles. Chez certains, on constate même une baisse drastique de l'absentéisme et du stress. Cela semble idéal, mais j'imagine que l'application concrète pose question. Absolument. Ce n'est pas sans douleur. Pour maintenir la production, on demande souvent aux salariés de condenser 35 ou 38 heures de travail sur 4 jours. Les journées deviennent extrêmement denses, parfois épuisantes. Certains employés confient qu'ils n'ont même plus le temps de déjeuner avec leurs collègues. Ce manque de pause informelle peut à terme dégrader l'ambiance et la cohésion d'équipe. Et est-ce que ce modèle convient à tous les secteurs d'activité ? C'est là que le bât blesse. Si c'est gérable dans l'informatique ou le conseil, c'est un casse-tête pour l'industrie ou la santé, où la présence physique est requise en continu. On risque de créer une fracture entre les travailleurs de bureau ultra flexibles et ceux qui ne pourront jamais prétendre à ce rythme. Certains syndicats craignent aussi une intensification du travail qui mènerait paradoxalement à l'épuisement professionnel. On se dirige donc vers une personnalisation totale du temps de travail. C'est la tendance. On ne parle plus seulement de jours travaillés, mais de flexibilité à la carte. Certains pays testent déjà le compte épargne-temps universel ou le travail nomade total. La frontière entre temps libre et temps de production devient de plus en plus floue. L'enjeu de demain, ce sera peut-être d'apprendre aux salariés à déconnecter réellement, car avec moins de jours au bureau, la tentation de rester joignable en permanence est immense. Exercice 3. Document 1. On observe une transformation radicale de nos villes. Le vélo est devenu le transport privilégié des actifs. Sandrine Morel, est-ce une simple mode passagère ? Je ne pense pas. C'est une réponse concrète aux frustrations modernes. Nos villes sont saturées et les transports en commun sont souvent perçus comme des lieux de stress. Le vélo offre une autonomie retrouvée. C'est l'un des rares moments où l'on se réapproprie son temps loin des embouteillages. Au-delà du gain de temps, y a-t-il une dimension psychologique ? Tout à fait. Pédaler permet une transition mentale indispensable entre la sphère privée et le bureau. On évacue les tensions. Les études montrent d'ailleurs que les salariés cyclistes sont plus productifs et moins sujets au burn-out. C'est un sport invisible qui booste le moral avant la première réunion. Pourtant, certains pointent encore le manque de sécurité. C'est le défi à venir, mais la dynamique est lancée. Les entreprises s'adaptent en installant des parkings sécurisés. Le vélo redessine la solidarité urbaine. On se salue, on n'est plus enfermé dans une carrosserie. C'est le retour à une ville plus humaine et plus respirable. Document 2. Bonjour à tous. Le marché de la seconde main explose. Hier perçu comme un signe de précarité, acheter d'occasion est devenu un véritable acte citoyen. Sarah, vous dirigez une plateforme de revente. Comment expliquez-vous ce succès ? C'est un changement de mentalité radical. Pour les jeunes, ce n'est plus une question de budget, mais d'éthique.
Ils refusent l'impact écologique de la mode jetable. Acheter d'occasion, c'est s'opposer au gaspillage tout en affirmant son style avec des pièces uniques. Mais avec des prix si bas, ne risque-t-on pas de consommer encore plus qu'avant ? Le danger existe, c'est vrai, mais l'objectif reste de passer d'une économie linéaire à un modèle circulaire. On ne jette plus, on transmet. En donnant une seconde vie aux produits, on limite le gaspillage des ressources. L'objectif final, c'est que chaque objet reste utile le plus longtemps possible. Document 3. On le sait, la consommation de sucre explose en France. Sabrina Vernier, pourquoi est-il si difficile de réduire notre dose quotidienne ? Le problème, c'est que le sucre est partout, notamment via les sucres cachés dans les sauces ou les plats préparés. Pour l'industrie, c'est l'ingrédient idéal. Peu coûteux, il améliore le goût et crée une véritable dépendance chez le consommateur. On voit pourtant fleurir de nombreux régimes détox. Est-ce la solution ? Je me méfie des solutions miracles. Elles sont difficiles à tenir et génèrent de la frustration. Ce qu'il faut, c'est une rééducation du goût dès le plus jeune âge. Il faut réapprendre à apprécier les aliments bruts au lieu des saveurs ultra sucrées. L'étiquetage nutritionnel actuel est-il suffisant pour nous guider ? C'est un premier pas, mais lire une étiquette reste trop complexe. Je plaide pour une réglementation plus stricte et une éducation alimentaire à l'école. Le sucre doit redevenir un plaisir occasionnel et non une habitude systématique. Voilà, si cette vidéo vous a aidé, pensez à liker et à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos sur le DELF B2. À bientôt, au revoir.